Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai fait l'analyse et la critique du 11e album de Pink Floyd, The Wall. Donc, The Wall est sorti au mois de novembre 1979. C'est à la fois le deuxième album double de Pink Floyd après Amalgama, et c'est aussi un film, la troisième bande sonore signée par le groupe. Par contre, comme je disais, bon, l'album est sorti, lui, au mois de novembre 1979, tandis que le film est sorti en 1982. C'est un album concept de Wall sur l'absence et l'isolation, absence de communication, isolation et ses conséquences. Une histoire très rapidement, si vous voulez, du film. On a ce personnage, Pink, dont le père est mort au cours de la guerre, lorsque Pink était enfant. Par la suite, il est surprotégé par sa mère, qui l'isole un peu de façon involontaire, si vous voulez. Par la suite, Pink grandit, devient une rockstar et devient en même temps comme une victime du piège de l'industrie du disque. Sa femme le trompe, il s'isole, il est pris d'hallucinations. Il se fait un mur, comme le montre la pochette. Et donc, il se fait un mur entre lui et le monde qui lui semble hostile. Et tout ça s'inspire un peu de la vie de Roger Waters, dont le père est mort au cours de la guerre. Et le concept s'inspire également aussi de la vie de Syd Barrett. Quand on parle de faire un mur entre soi-même et le public, ben, c'est un peu ce qui est arrivé avec Syd Barrett qui, à la suite, après être devenu rockstar, finalement devient victime de l'industrie du disque et il crée ce mur entre lui et le public. Et tout ça s'est inspiré également d'un incident. Tout ça a parti à partir d'un petit incident qui est survenu à Montréal au cours de la tournée pour l'album Animals en 1977. Roger Waters, qui était un peu exaspéré devant la surexcitation, si vous voulez, d'un groupe de fans, en particulier un fan qui était dans l'auditoire, qui était dans la foule. Ça énervait beaucoup Roger Waters et il lui a tout simplement craché à la figure et il a commencé à imaginer ce que ce serait de faire un concert de Pink Floyd avec un mur qui le séparait, lui et son groupe et la foule. Et c'est ce que le groupe a fait réellement aussi pendant les tournées qui accompagnaient la sortie de cet album-là. Donc, c'est un concept imaginé par Roger Waters, qui est dramatisé, bien entendu, très dramatisé et très théâtral. C'est un album, c'est un opéra rock, dans le fond, qui est comme en même temps comme une espèce de medley, si vous voulez. Plusieurs de ces chansons-là se suivent. Donc, un opéra rock, dis-je, très émotionnel, très sensible, très poignant, mais en même temps très sombre, très froid, très violent. Et avec cet album-là, bon, on voit le contrôle de Roger Waters, que certains appellent même mégalomanie, si vous voulez. Le contrôle de Roger Waters devient quasi complet. C'est la dernière fois où on peut parler peut-être d'une entente, entre guillemets, entre Roger Waters et David Gilmour. Et pour ce qui est du reste du groupe, Nick Mason et Rick Wright, et en particulier Rick Wright, il n'y a plus vraiment de chimie qui se passe entre lui et Roger Waters et Rick Wright. Et Rick Wright sera même évincé du groupe au cours des sessions d'enregistrement de l'album. Rick Wright participera quand même aux concerts, aux tournées qui vont suivre cet album-là, mais il ne sera seulement qu'un membre, mais non officiel du groupe. Il sera tout simplement payé comme un salarié, comme un musicien de studio. Comme je dis, avec le contrôle presque total de Roger Waters, Roger Waters est hérédité de la quasi-totalité des chansons, que ce soit pour l'écriture ou
la composition, donc des paroles ou de la musique, si vous voulez. Il chante la majorité des chansons, sauf 6 ou 7 chansons qui sont chantées ou co-chantées par David Gilmour. Et pour ce qui est de la composition, Gilmour est co-crédité sur 3 chansons. Bon, il reste que malgré, si vous voulez, l'énorme contrôle de Roger Waters, il reste quand même que Rick Wright et David Gilmour sont quand même en partie responsables, si vous voulez, de cette atmosphère, ce côté toujours ambiant un peu de Pink Floyd. On a des effets sonores qu'on retrouve sur cet album-là, des effets sonores divers comme des avions, des hélicoptères, sons de téléphone, marches militaires, porte-voix. Donc, en gros, c'est un album, un opéra rock avec des éléments rock, disco, des ballades. L'album contient 26 chansons et on y va sans plus tarder avec l'analyse de ces 26 chansons, justement. Donc, l'album débute avec In the Flesh, qui est un excellent morceau d'ouverture. J'aime tout de cette chanson-là et on a cet effet sonore d'avion qui s'écrase vers la fin du morceau. C'est un classique. In the Flesh, c'est un 10 sur 10. Morceau suivant qui est de Thin Ice, autre excellent morceau. J'aime tout de cette chanson-là, que ce soit la partie vocale de David Gilmour aussi bien que la partie vocale de Roger Waters à partir du moment où il chante If You Should Go Skating on the Thin Ice, qu'on entend le piano en arrière et c'est un autre 10 sur 10. Chanson suivante qui est Another Brick in the Wall Part 1, partie 1 si vous préférez. J'aime beaucoup le jeu de guitare ici de David Gilmour et la façon de chanter aussi de Roger Waters. Daddy flew through the ocean, quelque chose du genre. Très bon morceau, peut-être pas un 10, mais un 9.5 ou tout près d'un 9.5 sur 10. Morceau suivant, ou chanson suivante, The Happiest Days of Our Lives. Un autre petit morceau court, je dirais pas très court, mais qui est moins de 2 minutes. Autre bon morceau où on entend des effets sonores d'hélicoptère. Je donnerais un 9 sur 10 pour ce qui est de Happiest Days of Our Lives. Chanson suivante qui est Another Brick in the Wall Part 2, deuxième partie si vous voulez. Bon, cette chanson-là est devenue un énorme hit mondial, sorti en single. Bon, c'est une bonne chanson, mais bien entendu, un peu comme Money, c'est devenu quelque chose de très commercial. Another Brick in the Wall Part 2, et on a cette saveur disco qu'on entend dans la chanson. Bon, c'est quand même un bon morceau, bonne guitare de David Gilmour. Par contre, je donnerais un 8 sur 10 pour ce morceau-là. Chanson suivante qui est Mother, très belle ballade, jouée à la guitare acoustique par Roger Waters, très bonne parole, on sent l'émotion dans cette chanson-là, un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Goodbye Blue Sky, qui est probablement ma chanson préférée de l'album. Très bonne guitare, très bon arpège de guitare, chanson chantée par David Gilmour. J'aime l'atmosphère, il y a un côté ambiant, ténébreux dans cette chanson-là. C'est un 10 sur 10 très facilement. Chanson suivante, qui est pas tout à fait une chanson, un petit morceau, qui s'appelle Empty Spaces, qui a un peu comme Goodbye Blue Sky, mais encore plus prononcé. On a cette ambiance ténébreuse dans le morceau. J'aime beaucoup. C'est court, mais c'est quand même un morceau que j'aime bien. Et je donnerais 9.5 pour Empty Spaces. Chanson suivante qui est Young Gloss, chantée par David Gilmour. Très bonne guitare, très bon solo de guitare de David Gilmour. Et c'est au minimum un 9 sur 10. Chanson suivante qui est One of My Turns. J'aime pas mal tout de ce morceau-là dans l'ensemble. La musique, les paroles et surtout la fin avec la guitare de David Gilmour. Pas mon morceau préféré de l'album, mais quand même un bon morceau. Il n'y a quand même pas tellement de faiblesse sur cet album-là. Un 9 sur 10 pour One of My Turns. Chanson suivante qui est Don't Leave Me Now. On a encore un petit peu cette espèce d'ambiance, atmosphère un peu ténébreuse qui
très accentué par les notes au piano de Rick Wright qui restent comme sur la même note, un peu macabre si vous voulez. Très bonne chanson. En ce qui me concerne, c'est un 9.5 sur 10 pour Don't Leave Me Now. Morceau suivant qui est Another Brick in the Wall, Part 3 ou troisième partie si vous préférez, qui est peut-être ma partie parmi les Another Brick in the Wall, 1, 2, 3, qui est celle que j'aime le moins. Bon, ça sonne rock avec la guitare, l'effet de distorsion sur la guitare. C'est très court par contre, un 7.5 sur 10 au maximum pour Another Brick in the Wall, Part 3. Chanson ou ébauche de chanson suivante, qui est Goodbye Cruel World. Bon, ça dure un petit peu plus qu'une minute. C'est bien, mais étant donné la courte durée, un 7.5 sur 10, ou un 7.7, quelque chose du genre. Morceau suivant qui est Hey You, très belle balade, une des meilleures chansons de l'album. Très belle guitare de David Gilmour. J'aime beaucoup l'atmosphère, l'ambiance générale du morceau. Et pendant la partie qui est comme instrumentale, si vous voulez, on a comme des petits clins d'œil, un peu des petits effets sonores qui font référence à Echoes. Et c'est un 10 sur 10 pour Hey You. Chanson suivante qui est Is There Anybody Out There? J'aime beaucoup le début de cette chanson-là, qui est quelque chose d'un peu de, comme je disais pour Goodbye Blue Sky ou Empty Spaces, qui a quelque chose un peu de ténébreux, qu'on entend Is There Anybody Out There, qui est presque angoissant. Et j'adore la guitare classique. C'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Nobody Home, qui est une chanson très touchante, qui est émotionnelle, mais en même temps, il y a quelque chose un peu de déprimant, si vous voulez. Bon, c'est certain, comme j'ai déjà dit pour une autre chanson, une critique d'un autre album, quand on parle de The Wall, on ne parle pas d'un hymne à la joie, puisqu'on parle d'isolement et des choses du genre. Bon, je donnerais un 8 sur 10 quand même pour Nobody Home. Chanson suivante qui est Vera, autre petite chanson très courte, mais belle chanson. On a des effets sonores de bombe au début de la chanson. J'aime l'émotion dans la voix de Roger Waters. Au minimum un 9, un 9.2 sur 10, quelque chose comme ça. Chanson suivante qui est Bring the Boys Back Home, qui est une de celles que j'aime le moins, où on entend une marche militaire. Bon, on a vraiment cette atmosphère guerre, si vous voulez. Un 7 sur 10. Chanson suivante qui est Comfortably Numb. Bon, bien entendu, cette chanson-là est un classique. On l'a entendu souvent à forte répétition à la radio, un peu comme Money ou Another Brick in the Wall Part 2, mais ça demeure quand même un classique. Belle mélodie, belle parole, belle musique. J'aime l'orchestration aussi dans cette chanson-là. Les violons, 10 sur 10. Chanson suivante qui est The Show Must Go On, chantée par David Gilmour. Bon morceau dans l'ensemble, belle musique, belle mélodie, même chose pour les paroles. Un 8.5, peut-être un 8.6, 8.7 sur 10. Chanson suivante qui est In the Flesh, qui est comme une reprise, si vous voulez, du morceau d'ouverture, mais qui est un peu différente. Je l'aime bien, mais pas autant que la version d'ouverture de l'album. Je donnerais quand même 8.7, 8.8 minimum pour In the Flesh. Morceau suivant qui est Run Like Hell. Très bonne chanson. J'aime beaucoup la guitare dans cette chanson-là. La guitare de David Gilmour. C'est un 10 sur 10. Chanson suivante qui est Waiting for the Worms. Bon, qui n'est peut-être pas nécessairement la chanson la plus connue, la plus populaire de l'album, mais j'aime tout de cette chanson-là. Que ce soit la guitare, les paroles, l'ambiance. C'est un 10 sur 10 que je donne pour Waiting for the Worms. Morceau suivant, bon, qui est vraiment, on parle vraiment d'une ébauche ici. Stop, qui dure 31 secondes. Bon, j'aime beaucoup le genre de petite mélodie au piano. Bon, étant donné, malgré tout sa courte durée, peut-être un 8.2 sur 10. Chanson suivante qui est The Trial, qui a un côté très théâtral dans la façon de chanter. Pour ce qui est de la façon de chanter dans cette chanson-là. Avec le temps, j'ai appris à l'aimer plus, mais c'est pas une chanson que j'ai aimée dès la première écoute. Je donnerais quand même
un 7 à peu près sur 10 pour The Trial. Et finalement, le dernier morceau qui est Outside the Wall. Cette chanson-là c'est plutôt une narration qu'un chant, si vous voulez, qu'on a dans cette chanson-là, qui est le morceau que j'aime le moins de l'album. Au maximum, un 6,5 sur 10, au gros maximum. Donc, dans l'ensemble, pour cet album-là, qui est The Wall, un très bon album, quand même, un très bon concept. Et je dois admettre que malgré la très forte prise de pouvoir de Roger Waters, malgré sa mégalomanie, comme certains pourraient dire, même, bon, ça demeure un très bon album, ça demeure un classique. Pour la note, selon les jours, dépendant, selon mes sentiments, c'est une note qui pourrait varier entre 9,3, 9,7, probablement un 9,3 ou un 9,4 pour cet album-là qui est The Wall. Donc, c'était tout pour ma critique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Et comme d'habitude, vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez me dire quelle note vous donneriez à cet album-là qui est The Wall. Donc, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine.